On va enregistrer la réunion parce qu'il y a certains internautes qui m'ont demandé de pouvoir le voir en replay. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va aborder les plaies et cicatrisations, mais de façon succincte, hein, pour savoir ce que vous avez l'habitude de faire ou pas au sein des cabinets, ce que vous rencontrez aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous rencontrez aussi comme topic en général. OK? Donc, moi, je suis Chloé Dopécat, je suis pédicure podologue sur La Réunion à la Ravine des Cabris et auparavant, j'étais cadre de santé en institut de formation en métropole. Alors, vous voyez tous bien mon partage d'écran? Oui, Oui, c'est tout bon? Ok. Alors, vous avez le lien ici que je vous ai mis dans le chat pour le Google Form et effectivement, il y en a une à la question 3. J'ai dû cocher un choix unique et pas un choix multiple. Donc ça, on reviendra ensemble dessus. Alors aujourd'hui, on va aborder des généralités sur la cicatrisation, les différents types de plaies qu'on va voir. Alors là, on parle surtout de plaies chroniques parce que c'est celles auxquelles le pédicure podologue est un peu plus exposé en dehors des ongles incarnés. On va aborder aussi succinctement les pansements complexes et on verra ensemble deux cas cliniques qui semblent intéressants. Alors, je réadmets deux personnes en salle d'attente. Admettre tous. Voilà. Parfait. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, la cicatrisation, ce sont des processus physiologiques que tout le monde connaît qui visent à réparer ou à combler une perte de substance vivante. Donc, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, que l'on retrouve même chez les animaux comme nous. La cicatrisation, il va permettre de remplacer ou une perte de tissu ou une perte de substance de tissu conjonctif. Donc, ça va prendre plus ou moins de temps selon la profondeur et l'endroit où se situe la plaie. Alors, hop, je vais passer. Ce qui est important, et ça je pense que vous avez l'habitude en cabinet, c'est que la cicatrisation, on ne peut pas rester tout seul pour essayer de faire en sorte qu'on ait un protocole bien établi. Mince, pour... Vous voyez toujours mon fond d'écran ou pas? Je remets. Voilà, partager. Alors, pourquoi ça marche? Vous voyez mon fond d'écran? On va le faire comme ça, c'est plus simple. Donc, on va travailler en pluridisciplinarité afin d'éviter que les plaies deviennent de plus en plus chroniques, c'est-à-dire que on part avec quelqu'un qui a une plaie sur 3 semaines qui va passer à un mois, 2 mois, voire 3 mois, selon les difficultés rencontrées. Donc, on dit ne jamais rester seul parce qu'il faut discuter ensemble des protocoles qui vont être mis en place avec tous les soignants qui sont autour du patient. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui m'a mis quelque chose. Mathieu est en liste d'attente. Ok. Alors, deux personnes que je fais rentrer. Ok, parfait. Ok. Donc, je pense que je vous fais un petit rappel, mais vous devez connaître ces différentes phases de cicatrisation. D'abord, on aborde une plaie par sa colorimétrie, c'est-à-dire que on cède des différentes couleurs pour savoir sur quelle phase de plaie on se trouve. Donc, la phase noire, c'est la phase de nécrose, la phase rouge, c'est la phase de bourgeonnement, la phase jaune ou blanche, parce que ça dépend de la quantité de fibrine et du temps qu'elle est installée, elle est jaune, et la phase d'épidermisation, elle est rosée. Donc, on peut passer par ces différentes phases, c'est-à-dire qu'on peut passer de la phase jaune à la phase rouge et à la phase rosée, mais dans des cas particuliers, on peut stagner sur ces trois phases que vous avez là, la noire, la jaune, voire même la rouge ou la verte. La phase d'infection, elle est moins fréquente, mais il faut savoir la reconnaître. Alors, je vais remettre mon PowerPoint. Hop, arrêtez le partage, je vais reprendre le partage. Partager, voilà. Là, vous voyez mon PowerPoint, c'est bon?
Ouais, c'est bon. Ok. La phase de nécrose, je vous ai mis une photo qu'on a, nous, retrouvée dans nos cabinets. C'est une phase qui est, entre guillemets, l'une des plus graves parce qu'il faut savoir à quel moment il faut que la phase s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne continue pas d'évoluer. Parce qu'en cas de nécrose, après, il peut y avoir amputation d'une phalange, deux phalanges, voire l'orteil entier. Donc, c'est un processus naturel hein, qui est une mort programmée d'une ou plusieurs cellules du corps humain et qui va permettre aussi de sécher les parties des tissus qui sont en train de nécroser et aussi parfois de faire en sorte que ça cicatrise en amont. Donc, c'est impressionnant pour les patients. Mais quand l'orteil est en train de se momifier, c'est aussi une cicatrisation naturelle qui va se faire. Donc, c'est assez complexe de l'expliquer aux patients. Je ne sais pas si vous y avez été confronté déjà dans vos cabinets. C'est... Ouais, vous pouvez partager avec moi. On est là pour en discuter, hein. Si vous voulez prendre la parole dans le chat, vous me dites, hein. OK? Ensuite, la phase de fibrine. Alors, celle-ci, on est quand même plus souvent on la rencontre quand même assez fréquemment, que vous les voyez au domicile ou sinon directement au cabinet. C'est-à-dire que par exemple, vous allez être en train d'abraser un durillon et sous ce durillon, bah, une fois que vous avez enlevé toute la peau morte superficielle, vous pouvez tomber sur ce que vous voyez sur la petite photo, c'est-à-dire une phase de tissu blanchâtre et mou, pas facile à retirer, c'est-à-dire que le débridement va être difficile à faire. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez commencer à la gouge ou au bistouri et au fur et à mesure, après, bah, vous allez prendre une fraise diamantée pour essayer d'enlever le maximum de fibrine. Si vous voulez partager ce que vous faites dans vos quotidiens, n'hésitez pas, hein. Donc, cette fibrine, ce qui n'est pas facile pour nous, c'est qu'il faut enlever le maximum parce que tant qu'il y a la fibrine, ça ne peut pas cicatriser. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par vous dire que oui, la fibrine, ça ressemble à ça, mais il faut vraiment essayer, alors, tant que possible, hein, sur les patients artéritiques, on est bien sûr très très prudent, mais il faut essayer de retirer le maximum. Ensuite, voilà, ça c'est la phase de bourgeonnement, donc on la reconnaît très bien parce que comme vous savez dans la colorimétrie, elle est bien rouge, donc c'est bon signe pour le patient. Il faut l'encourager parce qu'il faut lui dire que c'est la dernière étape avant que ça se referme. Mais le combat n'est pas gagné parce qu'il y a toujours un risque de sepsis puisque la plaie est toujours ouverte. Donc il faut prendre son temps et là par exemple la plaie est bien partie parce que les pourtours sont sains, donc ça va bien se passer. Mais il faut toujours être vigilant à dire bah, il faut encourager la décharge, continuer les pansements réguliers, etc. Bien accompagner le patient. Est-ce que vous avez des questions? C'est tout bon pour vous? Oh, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Euh, Eh ben moi, j'ai déjà été dans le cas de la fibrine où il y avait un suivi infirmier et les infirmiers me disaient de laisser la fibrine puisqu'ils avaient des pansements qui faisaient efficacement le travail pour la cicatrisation sur un mal perforant plantaire. Oui, alors c'est Je sais pas intéressant ce que vous en parce que pensez. là, du coup, vous abordez deux choses qui sont très importantes. C'est la détertion mécanique et la détertion chimique. Et ben, en fait, il faut les deux. C'est-à-dire que l'infirmier avec sa curette ou nous avec nos instruments, on va faire de la détertion, ce qu'on appelle mécanique. Mais le pansement, lui, il va arriver en complément en faisant de la détertion chimique. Si on ne fait que de la détertion chimique, c'est pas suffisant parce qu'il y a des moments où ça stagne et où ça commence à s'agglutiner. Donc, les deux gestes sont nécessaires, à la fois la détertion chimique et physique, mécanique, comme vous faites au cabinet. Ok, ça marche, c'est noté. Ouais. Bah, c'est vrai que des fois, c'est pas évident face aux infirmiers de... On s'y connaît quand même moins bien en plaie, enfin moi en tout cas, donc Oui, bah, vous pouvez je leur dire savais que pas. vous faites une détertion mécanique qui est en complément de la détertion chimique apportée par les pansements. Voilà, ça, vous pouvez leur dire. Ok, Mais c'est une super remarque parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment expliquer ce qu'on fait. Et ben, au moins dans vos soins, bah, vous dites que oui, vous vous mettez à plat, vous relancez en fait la cicatrisation. Le fait d'enlever le maximum de fibrine, ça permet de relancer la cicatrisation et eux, par les pansements après en suivant, et ben, ça va aller de plus en plus vite. Donc c'est vrai que c'est là-dedans, c'est un travail complémentaire, effectivement. ok, merci beaucoup. Et de rien. Et bien là, par exemple, pour la phase de bourgeonnement, nous, on a un peu moins de choses à faire parce qu'en fait, on ne touche pas aux tissus de granulation qui sont en train de faire refermer la plaie. Et au contraire, ben là, du coup, ça va être plus le rôle des pansements qui va faire en sorte que ça va se refermer. Et pareil, pas à changer trop souvent parce que plus on va retirer le pansement, plus on va enlever ces tissus de granulation qui vont favoriser la cicatrisation.
Alors là, bah, vous voyez, en fait, bon, après, je vous mettrai en ligne le PowerPoint, hein. Donc, dans la phase d'épidermisation, le tissu, là, qui est juste là, il est légèrement plus rosé que la peau. C'est-à-dire que c'est la fin, mais il va falloir 2 3 mois pour que la peau reprenne sa coloration naturelle. Là, c'est bien, c'est cicatrisé, mais ça reste encore des tissus fragiles. Donc, il faut y faire très attention, bien hydrater et revoir le patient régulièrement en soins. Donc l'amélioration de la plaie se fait bien de la périphérie vers le centre. OK? Donc ça, c'est important. Alors, je rajoute quelqu'un qui vient d'arriver. Bienvenue. Donc on en était à la phase d'épidermisation. C'est tout bon pour le moment? OK. Alors les facteurs entravant la cicatrisation. Donc ça, c'est un rappel parce que c'est important. Puisqu'il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire quand on va être avec le patient, il va falloir le questionner sur tout ce qui peut entraver ou diminuer ou retarder le processus de cicatrisation. Donc le stress, est-ce que vous savez pourquoi le stress est un facteur entravant de la cicatrisation? Non, Alors en fait, le stress, ça va faire des variations glycémiques chez le patient, ça va lui faire des hyperglycémies. Et du coup, les hyperglycémies répétées, ça fait des variations locales au niveau de la microcirculation qui va faire augmenter le temps de cicatrisation. De la même façon que, par exemple, l'âge avancé, bah, les tissus sont moins bien vascularisés. Le tabac, c'est pareil, ça fait une anoxie des tissus puisque il y a moins d'oxygène qui va arriver jusqu'en bas au niveau des petites artérioles. Idem pour l'insuffisance rénale. Donc là, on est dans le cas, comme le diabète, le tabac, l'insuffisance rénale, où on peut présenter aussi ou un problème d'artériopathie, ou dans le cas du diabète et du stress, c'est aussi, par exemple, des variations glycémiques. Pour la dénutrition, je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui sera micronutriments, ils vont pas non plus arriver forcément jusqu'aux orteils puisque c'est pas la priorité. Les contraintes mécaniques, bah, ça je pense que vous le savez aussi. Et le déficit immunitaire. Est-ce que vous savez pourquoi le déficit immunitaire peut entraver la cicatrisation? Si vous avez déjà rencontré des patients, par exemple, qui sont sous chimiothérapie, puisque les soins sont remboursés maintenant. Est-ce que vous en avez déjà eu en cabinet ou... non, jamais. Non. Alors, dans le cadre des déficits immunitaires, c'est puisque vous avez aussi une variation de la flore bactérienne en fonction bah, de la baisse de l'immunité. Donc, du coup, les patients, ils vont aussi prendre plus de temps pour cicatriser parce que ça ne se fera pas comme d'habitude. C'est des patients, par exemple, que vous voyez avec des ongles incarnés, mais c'est pas vraiment des ongles incarnés, c'est des périonyxismes, on ne retrouve pas d'éperons. Donc, voilà, ça, c'est des facteurs qui entravent la cicatrisation, par exemple. Ok, donc toutes les réponses là sont valides. On continue? Donc, comment distingue-t-on une plaie aiguë d'une plaie chronique? Alors ça, on est reparti un petit peu sur la base, hein. Donc, la cicatrice peut rester en phase de remodelage environ 2 ans. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un accident, que vous avez une cicatrice kéloïde, une grosse cicatrice, même sur le coup de pied, ça peut prendre énormément de temps à cicatriser. Et en plus, si jamais c'est sur la sole plantaire, les tissus ne sont pas les mêmes. L'épiderme n'est pas le même au-dessus du pied que sous le pied. Donc, forcément, la cicatrisation va être encore différente. Plus la cicatrice est profonde, plus il y a de traces. C'est ce qu'on appelle, nous, les cicatrices kéloïdes. Je pense que vous en avez déjà vu. C'est des cicatrices avec, en forme de pattes de crabe. Vous avez déjà dû voir ça. À ne pas oublier, mais ça, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit pour des plaies chroniques ou pour des plaies aiguës, la périphérie, ça sera toujours le point de départ de votre cicatrisation. Donc, c'est hyper important de s'en occuper dans n'importe quelle phase. Alors, on va aborder maintenant ce qui est pour vous une plaie chronique d'une plaie superficielle. Donc, on dit que la plaie est chronique à partir de 3 semaines, mais il faut savoir qu'il y a des plaies qui ont été créées superficielles ou profondes. Il y a certaines plaies profondes qui vont devenir chroniques parce que si vous avez 3 4 millimètres, une perte de substance, par exemple, ça peut être traumatique hein, chez un enfant qui tombe par terre, il s'arrache, il y a un morceau de peau qui va être en moins, par exemple, sur la cheville, sur la malléole, et ben ça va prendre du temps à cicatriser. Donc ça, on passera dans une plaie chronique.
On y est bon pour vous? Alors, on va aborder comment faire une détertion. Donc là, on en a déjà parlé avec une participante tout à l'heure qui nous a expliqué que oui, on fait de la détertion effectivement mécanique et chimique. Mais la détertion, je pense que vous serez un peu comme moi hein. En cabinet, c'est pas toujours facile. On y va, on n'y va pas, on va jusqu'où, on s'arrête. Donc, il y a quand même des conditions à remplir. Quand vous êtes face à un patient, par exemple, diabétique en grade 3, ça se fait pas comme ça, la détertion. Donc, on essaye nous-mêmes, en tant que soignants, de se mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on va essayer, si on connaît ces patients, hein, c'est l'avantage de savoir si ils sont en retard, si on est en retard sur ses propres créneaux, si on est en fin de matinée, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie pour les patients et pareil sur les créneaux de fin de journée. Donc ça, c'est des choses que vous allez mettre en place au fur et à mesure que vous allez bien connaître vos patients. Ensuite, quand vous faites un soin pour un patient grade 3, il faut aussi prévoir le temps de la confection du pansement. Parce que la réalisation du pansement, elle prend du temps, elle doit être faite sur mesure. Vous devez découper vos pansements à dimension exacte. Donc ça nécessite aussi de réaliser tout ça. Et après, il faut organiser la gestion de la douleur si votre patient il est artéritique sans être forcément neuropathique, il va avoir mal. Donc il va falloir anticiper toutes ces choses-là avec lui. Assurer qu'il soit confortablement installé, le regarder, le questionner régulièrement, puisqu'il faut qu'on soit d'accord s'il est toujours OK pour qu'on continue la détertion. Est-ce que vous avez d'autres techniques qu'on pourrait partager ensemble que vous faites au cabinet, par exemple? Vous pouvez mettre dans le chat hein, si vous n'osez pas trop prendre la parole, c'est comme vous voulez. Après, je peux avoir oublié des choses, hein, mais c'est voilà, c'est Ce qui aide parfois, c'est de lui dire comment ça va se passer, lui expliquer ce que nous on va faire, ça rassure parfois les patients. Oui, 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 tout à fait. Il faut d'abord expliquer comment ça va se passer. Donc c'est bien parce qu'au tout début, ils savent pas comme on dit, on ne savent pas trop ce que c'est qu'une turbine, ils savent pas ce que c'est qu'une fraise. Donc déjà montrer vos instruments et les rassurer et y aller petit à petit, effectivement. À chaque étape, bien leur expliquer comment ça va se passer. Et s'ils sont OK, on continue. S'ils sont pas OK, on arrête. Tout à fait. Alors, il y a un nouveau message. Les patients ramènent ses propres patients. Oui, pourquoi pas faire une photo avant-après pour le suivi, leur montrer l'évolution? Ah ça, tout à fait, hein. Même, il est conseillé de le faire aussi pour leur montrer l'évolution et aussi ça vous protège parce que pour certains patients, ils vont dire que non, je suis arrivée chez le podologue, c'était comme ça. Donc ça vous protège aussi de faire la photo avant soin et après soin pour montrer ce que vous avez fait au cours de votre séance de soins et aussi entre deux soins, ce qui peut se passer ne vous appartient pas non plus. On n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Donc après ramener ses pansements, alors ça c'est l'idéal hein, quand vos patients ils ont pensé à ramener leurs pansements parce qu'ils vous connaissent bien. Et puis si jamais vous en avez pas, et ben on va regarder un petit peu, il y a une diapo suivante. Après on va discuter ensemble du minimum de base à avoir dans votre pharmacie au cabinet pour prendre en charge les patients. Ça vous va? Oui, Alors du coup, ça effectivement, vous venez de l'aborder, hein, avant soin et après soin. Donc on prend la photo avant la détertion et après la détertion. Et ensuite, on voit comment ça se passe d'une semaine sur l'autre. Donc là, par exemple, la patiente, elle avait pas vraiment mal, elle n'était pas en souffrance, sauf que quand ça creuse pas mal, on est quand même à 3 millimètres en sous-cutané. Donc on n'est pas très loin de la phalange aussi. Donc là, c'est à vous d'ajouter un rôle de prévention et de dire oui, ok, c'est pas ressenti, c'est pas encore dramatique, mais on n'est pas loin de l'os. Donc on fait très attention. Donc on a parlé un petit peu au tout début de la couleur de la plaie, si vous vous souvenez. On a commencé à aborder un petit peu la localisation tout à l'heure en se disant si c'est sur le coup de pied, si c'est sur la sole plantaire, ça ne sera pas la même chose. Donc je vous ai mis tous les critères qu'on doit retrouver, par exemple, quand vous allez faire le compte-rendu, justement aux équipes soignantes qui font les pansements et au médecin traitant qui va coordonner un peu l'exercice de tout le monde. Donc ne pas oublier de dire la localisation, le type de plaie, on l'a vu, c'est-à-dire est-ce que c'est d'abord une plaie aiguë ou une plaie chronique? Et si c'est une plaie chronique, sur quel stade de cicatrisation je me trouve? Donc, on fait appel à la couleur.
Alors c'est important, bah, comme on a dit tout à l'heure, hein, de bien voir la surface, de mesurer. Il faut bien savoir si dans votre compte-rendu, la plaie, elle faisait 2 centimètres, 1 centimètre, et la profondeur, est-ce que c'est du 1, 2, 3, 4 millimètres, parce que des fois, on n'est pas loin de l'os, hein. Et la dernière chose qu'on n'a pas encore trop abordée, c'est la présence ou non d'exsudat. Alors je ne sais pas si vous êtes à l'aise ou pas avec les quantités d'exsudat qu'on peut retrouver dans un pansement de plaie chronique, par exemple. Mais c'est important parce que il faut à ce moment-là prendre le temps de parler au patient. Parce que vous allez lui demander depuis combien de temps a été posé le pansement. Ça, c'est hyper important parce que ça va vous aider à savoir si l'exsudat il est important ou au contraire vous dites bah oui, ça fait 48 heures, 72 heures qu'il a le pansement, c'est normal qu'il soit saturé. Et au contraire, si ça fait 3 jours qu'il a son pansement et que le pansement n'est pas saturé, est-ce que finalement c'est le bon pansement qui est mis en place? Donc c'est important la pluridisciplinarité. Ensuite, on va demander bah, ses antécédents médicaux et chirurgicaux parce que s'il y a déjà eu des antécédents de plaies, ça va nous mettre sur la voie. Est-ce qu'il a eu des difficultés à cicatriser? Combien de temps ça a pris, etc. Et les facteurs aggravants qu'on a vus tout à l'heure. OK? Est-ce que vous avez des questions ou c'est tout bon? C'est tout bon. OK. Donc, moi, au début, j'étais pas à l'aise avec les plaies exsudatives parce qu'en fait, des fois, je savais pas ce que c'était séreux, hématoséreux, est-ce que c'est grave ou pas. Et en fait, on s'est dit, ben, on va décortiquer en différents types d'écoulements que vous pouvez avoir. Si j'en ai oublié aucun, mais je pense que dans la bibliographie, on n'en a pas retrouvé d'autres, même pour les pansements. Donc, le liquide séreux, c'est celui que vous allez retrouver le plus souvent, par exemple, pour tout ce qui sera les flictènes, tout ce qui sera plaie aiguë. Ensuite, vous allez avoir les liquides hématoséreux, qui sera aussi valable pour les plaies aiguës, par exemple des flictènes avec des frottements, où vous avez eu encore un frottement qui s'est surajouté et vous avez du coup ponctionné le liquide hématoséreux dans le cas d'une flictène. Mais c'est aussi valable dans le cas des maux perforants plantaires. Vous avez la collection liquidienne qui va se trouver dans le mal perforant plantaire. Il pourra être un écoulement séreux ou hématoséreux. En fait, c'est que si la friction a été très très forte, on peut retrouver aussi du sang coagulé ou non dans la poche liquidienne. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu à avoir affaire à des écoulements hématopurulents. Donc là, en fait, le liquide, il est vraiment plus du tout translucide. La couleur, elle est un peu jaunâtre, mais pas toujours verte, hein, donc, si c'est assez récent. Ou sinon, vous avez des écoulements uniquement purulents. Donc ça, vous avez pu en voir bah, déjà dans les ongles incarnés régulièrement et peut-être sur certains patients qui présentaient des ostéites. C'est possible aussi également. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des expériences qui veulent nous faire partager sur les écoulements un peu particuliers, qui auraient douté ou c'est pas toujours évident de se positionner, hein? Pas de questions? On continue? Ok, donc là, on s'est dit quel type d'exsudat on a. Donc ça y est, on se positionne, tac, 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 on choisit. Ensuite, comme on l'a abordé juste avant, la quantité, c'est hyper important. Comme ça, je sais quand est-ce que le pansement a été posé et ça nous donne une idée sur quel type de pansement il est utile de pouvoir aussi proposer. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez les types hydrocellulaires, hydrogel ou superabsorbants. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes face à une plaie exsudative? Donc, on a découvert quel type d'exsudat c'est dans la diapo précédente. On va reprendre ici. Ensuite, on dit quelle quantité on a. Donc là, après, on va vérifier. En fait, ce qui est bien, c'est toujours vous souvenir d'un mal perforant plantaire. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un décollement de tous les tissus? Parce que ça va nous donner une idée de la profondeur de l'atteinte. OK? Ensuite, on va du coup aller vérifier si on a une atteinte osseuse. Si on a une atteinte osseuse, bah là, vous n'avez pas le choix, hein, vous devez prévenir, orienter vers un avis médical d'urgence. OK? Parce que ça, c'est une urgence. S'il y a une atteinte osseuse, le patient, euh, il risque beaucoup pour sa santé. Donc là aussi, je ne l'ai pas mis dans la diapo, mais c'est important de l'interroger, savoir s'il a une petite fébricule.
Je sais pas si vous savez tout ce que c'est qu'une fébricule. Vous pouvez marquer dans le chat hein, si vous Non, connaissez. non, non. Alors, une petite fébricule, c'est-à-dire que le patient, bah, vous allez lui demander depuis 24-48 heures ou un peu plus, est-ce qu'il se sent un petit peu fébrile, c'est-à-dire est-ce qu'il a par exemple une petite fièvre? Est-ce que il sent un petit peu sa peau frissonner? C'est surtout ça en fait qui revient, c'est le patient me dire ah oui c'est vrai que j'ai un petit coup de mou, j'ai un petit peu de frisson, tout ça. Donc ça c'est signe d'une infection. Donc il faut vraiment faire hyper attention et surtout il y a un symptôme important, c'est qu'il va vous dire qu'il a mal. Il souffre sur la plaie qu'il a par exemple qui ne lui a jamais fait souffrir auparavant. Donc tous ces petits symptômes, là, ça doit vous alerter, vous dire, ouf, la couleur de l'écoulement est pas normale, il est pas super bien, et en plus, bah, par exemple, ces variations de glycémie, ça va être tout simple, hein, ces variations de glycémie vont être, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça va pas être du tout comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à le questionner. Si vous avez repéré aussi d'autres symptômes, n'hésitez pas à les partager, hein. Donc là, la seule chose à faire, on oriente vers le médecin. Donc vous rincez la plaie au sérum Pi, parce que comme vous avez ouvert le pansement, et après, bah, vous remettez un pansement neutre au maximum, hein, surtout pas d'antiseptique. Est-ce que vous savez pourquoi on ne mettrait pas d'antiseptique avant la réorientation? Si vous voulez mettre dans le chat ou communiquer, vous me dites, hein. Parce qu'on se dit, il y a une infection, bah, pourquoi pas rincer avec un antiseptique pour enlever le site infectieux? Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi on ne mettrait pas d'antiseptique dans ce cas-là? Personne n'a sa petite idée? Alors, dans le chat. Pour ne pas fausser les résultats, oui, tout à fait, des recherches de microbes. Effectivement, parce que du coup, comme on va l'envoyer chez son médecin et qu'il va y avoir un prélèvement qui va être fait pour le laboratoire, ils vont être à la recherche du germe spécifique pour le traiter par antibiothérapie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas désorganiser la flore bactérienne locale pour qu'ils puissent étudier quel germe est pathologique et donc traiter l'antibiotique en fonction. Ok, tout à fait. J'ai terminé la diapo. Oui, c'est Rumpy. Ok, c'est tout bon. Ensuite, bah, je me suis dit, les pansements complexes, ça porte bien son nom. Les pansements J'ai complexes, juste une petite question oui, allez-y. pour la diapo d'avant. Combien de temps avant il faut pas mettre d'antiseptique si jamais il y a un prélèvement? C'est dans les 24 heures. Ok, ça Ouais. marche. Merci. Et après, si jamais vous vous rendez compte que ça a été fait, bah, rincez au sérum physiologique. Et après, dès qu'il y aura un écoulement purulent, même ne serait-ce qu'une goutte, hein, ils peuvent prélever. Donc, parce qu'en général, quand il y a un site infectieux, de toute façon, ça va suinter un petit moment. Donc, dans les 2 heures qui vont suivre, il va y avoir un écoulement de nouveau qui va revenir. Ok, ça marche, Ok, merci. c'est bon? Parfait. Donc, les pansements complexes sont-ils trop complexes? Bon, bah, du coup, la réponse c'est un peu oui et non. Là, je vous ai montré que oui, par ce tableau, c'est trop complexe. Mais j'ai voulu vous le mettre pour voir un petit peu comment on réfléchit. Et aussi, les infirmiers, ils se basent aussi sur la même chose pour décider de quel pansement ils vont mettre. Donc, tout d'abord, on décide d'abord, pour trouver quel pansement on va mettre, forcément le stade, à quel stade de plaie on se trouve. Et on va regarder ce qu'on a abordé juste auparavant. Quel exsudat, est-ce qu'on a un exsudat ou pas, tout d'abord, et comment il est. D'accord? Parce qu'on cicatrise toujours en milieu humide. Et ensuite, là, vous avez différents types de pansements qui vous sont proposés. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et après, on vous a mis quelques exemples de marques, mais c'est toujours pareil, hein. Ça, c'est des marques que nous, on retrouve régulièrement, mais qui ne sont pas forcément celles que vous voyez au domicile du patient, par exemple, hein. Alors là, ce qui était bien dans ce tableau, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'il y a la durée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent au domicile des patients, des fois, on a des pansements qu'on arrive bien à retirer, d'autres pas à retirer. Bah, parce qu'en fait, ils doivent être saturés, c'est-à-dire complètement imbibés de, de l'exsudat pour pouvoir être retirés. Et par exemple, quand il n'y a pas d'exsudat, comme dans la détertion sèche, quand c'est très très sec,
Et ben vous avez l'anthracite ou le purulent, je sais pas si vous voyez, c'est comme des sortes de demi-sphères où ils appuient dessus, il y a un gel qui sort. Et bien ça, vous allez le mettre en comblement totalement dans la fosse de la plaie jusqu'à temps que ça recouvre la totalité de la plaie. Donc ça vous donne une idée et c'est à remettre régulièrement parce que là on met 24 heures, c'est pour tout pour surveiller, pour voir qu'il reste bien encore assez de produit dans la plaie. Et après, vous avez toutes les contre-indications à côté. Donc, c'est toujours important quand vous décidez de proposer, parce que vous n'avez pas le droit à la prescription en première intention au pansement spécifique, mais vous avez droit au renouvellement. Or, des fois, on est un petit peu démunis parce que bah, ils attendent un peu notre avis. Donc, bah, vous, c'est bien d'avoir votre petit tableau et dire, bah, moi, je proposerais bien bah, là, un alginate ou un hydrofibre. Ça sera... Et vous pourrez dire parce que bah, la plaie est fibrineuse, légèrement exsudative, on a réalisé notre détertion mécanique et là, on va avoir une action chimique via le pansement. OK? Donc, je vous montre. Alors, je me suis dit quand même pour faire des pansements, on a préparé des petites vidéos à côté. Et donc, on s'est dit, nous, on va vous montrer en vidéo celles qu'on retrouve le plus fréquemment au domicile. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être d'autres noms. Donc, si jamais dans les vidéos que vous voyez, il y a d'autres choses que ce que nous, on utilise, vous n'hésitez pas, comme ça nous donnera l'occasion de refaire d'autres. Alors, c'est possible de retrouver ce tableau récapitulatif? Oui, parce que quand je vous enverrai, une fois que le site sera bien en ligne, je vous mettrai aussi le PowerPoint avec. D'accord? Comme ça, vous pourrez l'avoir, retrouver tout ce qu'il y a en même temps. Et je rajouterai la bibliographie aussi également. Donc, ce que nous, on va aborder là dans les 4-5 diapos qui suivent, on va avoir l'Urgostart. Alors, je regarde le message. Ah oui, merci de rien. Urgostart, Urgotul, Urgostart plus border. Alors les borders, c'est parce que moi au début je ne connaissais pas trop. Donc les borders, en fait, du coup c'est quoi le nom du site? Donc je vous ferai un petit aparté à la fin pour le nom du site, hein. Les borders, c'est-à-dire que c'est une compresse et vous avez l'adhésif inclus dedans. Donc ça c'est super pratique parce que au domicile des patients, les infirmiers avant ils se galéraient pas mal. Donc, du coup, maintenant, il existe différentes tailles de borders et vous pouvez retrouver selon les laboratoires du 5 cm par du 3 cm, du 10. Voilà. Les infirmiers, ils ont l'habitude d'utiliser des grands borders pour les plaies cavitaires, par exemple, tout ce qui sera escarre de décubitus. OK? Le Yalucette, c'est à base d'acide hyaluronique. Donc, on s'est dit, on va vous le montrer en vidéo parce que c'est pareil, une fois qu'on le voit au domicile, mais qu'on ne sait pas comment l'utiliser, c'est intéressant de le voir. L'aquacelle, je pense que vous l'avez tous vu dans les plaies fibrineuses. En général, on a tous eu une petite aventure avec l'aquacelle où on retrouve des mèches en profondeur, on voit même plus la mèche tellement elle a été absorbée. Et ensuite, l'aquacelle foam, bah, ça c'est pour les plaies plus grosses, plus cavitaires. Et l'anthracite, c'est à peu près le même principe d'application que le Yalucette. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'application d'Urgotul si ça vous tente. C'est parti? Alors, vous voyez bien le fond noir? Que je vois si ça suit bien le... Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, nous allons passer à la vidéo dans le cas d'une détertion fibrineuse. Ici, il reste un tout petit peu de fibrine blanche qui est symbolisée au centre de la plaie sur à peu près 0,5 cm de diamètre. Pour cette vidéo, nous allons utiliser l'Urgoclean. Voilà. Il se présente comme ceci, comme une compresse avec le tube déjà intégré. Donc là, nous n'aurons plus qu'à rajouter l'adhésif. Donc, comme à chaque fois, on a fait ou le lavage au savon d'eau ou bien une solution hydroalcoolique. Mon plateau est prêt de façon identique. Donc, j'ai toujours les ciseaux bien affûtés à disposition.
Donc là, je sais que c'est une plaie qui fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi de diamètre. Je vais prédécouper, comme précédemment, un carré un petit peu plus large. Ensuite, je vais lui donner une forme arrondie. Et là, il faudra essayer vraiment de bien respecter le pourtour exact de la plaie, voire un petit peu moins, quitte à combler avec un petit tulle gras si nécessaire, afin que ce soit bien actif au centre de la détection. Là, on y est presque. Vous voyez, ici, je vais reprendre à peu près 5 minutes. Essayons de toucher au minimum la surface du tube. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir appliquer la lessive. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait le couper avec des ciseaux, et vous pouvez aussi le déchirer à la main. Et là, pareil, je le fais sans pli cutané. Voilà. Alors, du coup, je vous ai montré la vidéo. Hop. Alors, ça c'est bon. Hop, je vais revenir sur le diapo. Alors, voilà. C'est bon, vous revoyez le partage de la deuxième diapo? Ouais, c'est bon. Alors, donc c'était une petite vidéo explicative hein, sur comment on applique un tulle simple sans border. Ensuite, on va voir celle de l'aquacelle. Donc, on utilise plutôt pour des plaies fibrineuses profondes avec un exsudat. Et lorsque la mèche, elle est bien gélatineuse et translucide, c'est là qu'on va pouvoir retirer, voir les fils à l'intérieur au bout de 48 heures. Donc, si vous avez des difficultés à appliquer votre aquacelle, vous pouvez mettre quelques petites gouttes de sérum physiologique pour bien tapisser le fond de la plaie. On va vous montrer la vidéo suivante. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de pansements à base d'aquacelle ou bien de mèche biotin à base d'alginate. C'est dans le cas de plaies fibrineuses où on aurait besoin de contrôler un certain exsudat, où on sait que la plaie va être un petit peu exsudative, par exemple sur 1 à 2 jours. Donc, Excusez-moi, la vidéo, elle c'est pas bien. attends. bien, c'est Elle a été lancée? Ok. Vous voyez pas la vidéo? réalisation aujourd'hui. Non, en fait, il y a une Je photo. repartage l'écran. Là, je crois que c'est bon. Mais tout à l'heure, là, il y avait juste une photo. Alors, attends, je remets. Voilà. Nous allons prendre des mèches d'aquacelle. Ah, c'est bon? Donc, les mèches d'aquacelle se présentent comme ceci, c'est-à-dire que vous avez de longues bandes, mais nous n'allons utiliser qu'une seule épaisseur de la mèche. À savoir que si la plaie est large et profonde, il faudra que vous combliez l'ensemble de la plaie. Faire des petits allers-retours. Si la plaie n'adhère pas partout, nous allons utiliser le sérum physiologique avec quelques gouttes afin de bien appliquer la mèche en profondeur sur l'ensemble de la plaie fibrineuse. Ici, nous sommes toujours dans le cas où la plaie fait 1 cm, 1 cm et demi de diamètre fibrineuse sur l'ensemble du. Donc, je vais découper à peu près à la largeur de ma plaie. Je vais lui donner une forme circulaire, comme ceci. Ici, nous allons dire que nous sommes dans le cas où la mèche n'arrive pas à adhérer en profondeur, donc nous allons appliquer 1 à 2 petites gouttes de sérum physiologique pour maintenir en place la mèche.
Cette mèche, elle sera saturée d'ici 48 heures. Là, je vais réaliser le pansement complet et ensuite, je vais vous montrer à quoi ressemble la mèche une fois saturée quand le pansement sera ouvert. Donc, de la même façon, nous allons rajouter 1 à 2 épaisseurs de compresse selon l'idée que vous allez avoir de l'exsudat qui sera amené par la fête. On peut mettre 2 épaisseurs puisque de toute façon, le patient n'est pas censé marcher, il peut juste déambuler à domicile. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer mon adhésif, comme d'habitude. Donc là, il est bien de préparer et la compresse et l'adhésif en même temps pour être sûr que la mèche ne parte pas en même temps. Donc là, je vais le faire en 2 temps. D'abord, un pansement supérieur. Toujours pareil en essayant d'éviter le maximum de replis cutanés. Voilà. N'hésitez pas à reprendre de la même façon l'adhésif. Voilà, le pansement terminé. Maintenant, je vais décoller le pansement en imaginant que cela fait 48 heures que le pansement a été posé, voire 72 heures, afin que la mèche de la coisselle soit saturée. Et je vais vous montrer à quoi cela devrait ressembler. Donc, en fait, on va hydrater pour la simulation avec le sérum physiologique ici. Et ça va faire comme une sorte de gel, peu gluant, puisque de toute façon, c'est à base d'algues. Voilà ce que vous retrouverez lors d'ouverture d'un pansement. Ok. C'est bon pour vous? Vous avez vu de la vidéo? Ouais? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, il en reste encore une et après, on abordera ensemble les cas cliniques. Pas de questions pour le moment? Non, c'est bon pour vous? Ok. Alors, on va aborder l'intracite, parce que l'intracite, c'est à vous de combler des plaies cavitaires qu'on utilise surtout dans le cas de nécrose, du coup sur des plaies sèches, hein, et qui peuvent être superficielles ou plus profondes. On peut également aussi, alors nous, on s'en est rendu compte qu'après, que l'intracite aussi, il existe sous forme de tulle qu'on peut recouvrir d'un autre pansement absorbant si besoin. Pour retirer le pansement, il faut utiliser une pince et pour le gel, c'est un nettoyage comme la coisselle avec du sérum physiologique. Je vous mets la dernière petite vidéo sur l'intracite. Il y en a qui ont utilisé intracite déjà au cabinet ou pas du tout? Ça, je ne sais pas si les patients viennent avec, hein. Alors, non, ouais, ok. Parce que les patients ne viennent pas toujours avec la tracite. Autant ils viennent avec des pansements, autant avec les demi-sphères, c'est pas trop fréquent. Alors, je vais lancer le lien. Alors, j'espère que vous allez voir. Si jamais vous ne voyez pas, vous me dites, hein. C'est bon pour vous? Maintenant, nous allons vous présenter la vidéo avec l'usage de l'intracite. C'est dans le cas d'une plaie fibrineuse profonde, difficile d'atteindre. Donc, en fait, on va appliquer cette sorte de gel en profondeur de la plaie. Donc, d'abord, on ouvre comme ceci. On casse. Là, je vais juste vous montrer pour la démonstration et après, on mettra au fond de la plaie à quoi ça ressemble. C'est une sorte de gel visqueux, comme ceci. C'est ça que nous allons appliquer au fond de la plaie. Alors, pour la réalisation,
il faudra être muni d'une sorte de petite curette ou de spatule que vous utilisez pour les orthodonties. Donc, nous allons prendre juste ce qui est nécessaire pour appliquer au fond de la plaie. Toujours ici, on va se dire que c'est le point central que nous avons depuis le début de nos vidéos, en imaginant que la plaie ici, elle est profonde et creuse. Ensuite, il faudra recouvrir toujours d'une compresse. Une voire deux épaisseurs selon l'exsudage qui sera susceptible de ressortir jusqu'à la réfection du pansement qui doit être prévue entre 48 et 72 heures. Donc voilà, là on sait qu'on est un peu large, donc on va redimensionner. Alors peut-être un petit peu plus large que la plaie parce que l'exsudage va peut-être s'étaler un peu. Il y a une notion importante qu'on n'a pas abordée, c'est le fait qu'une plaie cicatrise toujours, tout d'abord, de la périphérie vers le centre. Et qu'il faut aussi s'assurer que les tissus en périphérie, s'ils sont bourgeonnants, vous ne essayez d'appliquer au minimum les alginates. Et là, s'il y a besoin, on peut faire de façon circulaire l'application d'un tulgras ou d'un urgostar sur le pourtour et bien cibler la fibrine, par exemple avec l'anthracite en profondeur. Et après, on recouvre le pansement jusqu'à ce que la fibrine diminue, diminue, diminue. Et ensuite, on changera encore de pansement selon les différentes phases de cicatrisation. Vidéo toujours en temps réel avec l'adhésif à découper. Comme ceci. Donc, le gel doit bien recouvrir l'ensemble de la surface et doit être bien aplani pour arriver juste au niveau des berges de la plaie. Voilà la réalisation d'un pansement, toujours pareil, en évitant le maximum de repli du pansement. Ok, alors, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur les vidéos qu'on vient de voir? Oui, moi j'ai encore une petite question. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous conseillez comme, comme collant, comme Hypafix ou pour les pelets fragiles, enfin les peaux fragiles? Alors, c'est une très bonne question parce que du coup, pour les peaux fragiles, on évite tout ce qui finit en fixe, Hypafix, Omnifix, tout ça. On va plutôt utiliser ce qui sera en pore, micropore. Voilà, parce que c'est des adhésifs qui, du coup, ne sont certes pas extensibles, mais du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de compression au niveau de la plaie. Et surtout, si on doit le retirer 2 ou 3 fois par semaine, ça n'abîme pas du tout le revêtement cutané. Donc, moi, ce que j'ai toujours en cabinet, c'est tout ce qui sera micropore. Voilà. Ok, merci. Et aussi, vous pouvez utiliser des bandelettes auto-adhésives type PA Aft. Vous connaissez les bandelettes auto-adhésives? C'est comme des bandelettes de gaz Non. qui tirent et en fait, quand vous les tournez sur elles-mêmes, je vais vous le mettre dans le chat. Ah Ah, oui, si, ok, moi je connais. ouais, Mm. et elles sont adhésives l'une sur l'autre. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi de bien fixer votre pansement avant qu'il parte. Et si jamais le pied gonfle dans la journée, eh ben, au moins, il n'y aura pas de problème de compression. Ça, Alors, c'est bien pour les orteils, mais sur les, sur les là, plaies de par talon exemple, aussi, vous pouvez le faire hein, et vous fixez par Ouais, exemple une petite bandette avec du micropore, juste pour stabiliser ok, l'endroit où vous voulez le mettre. Vous pouvez ok, rajouter ça par-dessus marche. pour pas que ça roule, par exemple, hein. OK? Alors, est-ce que les podos ont le droit de prescrire de l'anthracite? Alors, c'est oui et non. Vous ne pouvez pas le prescrire en première intention, mais vous pouvez le renouveler.
L'intracite, c'est un pansement complexe qu'on a le droit de renouveler, mais pas de prescrire en première intention. Mais par contre, vous pouvez aussi le suggérer si besoin, euh, lors des conseils que vous avez, par exemple, en pluridisciplinaire, hein. C'est une bonne question. Alors, avant d'aborder les cas cliniques, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est bon pour vous? Alors, en cas clinique, comme c'est une petite classe virtuelle, hein, on en a mis deux. Oui, on a mis deux cas cliniques. Alors, donc celui-là, on va commencer par le premier. OK? Donc, le premier cas clinique, vous voyez, on se pose toujours les mêmes questions. Donc, dans cette vignette clinique, notre première question, c'est à quelle phase de plaie, quel type de plaie je me trouve. Ensuite, on a abordé, comme dans la première partie, on va demander quelles questions vous avez posées à votre patient. On l'a déjà abordé ensemble un petit peu tout à l'heure. Gratuite. Et ensuite, quel type de pansement on peut appliquer. Et au final, qu'est-ce que vous avez suggéré sur la prescription si jamais vous devez voilà, suggérer quelque chose et communiquer aussi avec l'équipe soignante autour. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer dans le chat ou par oral? Comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on est là pour discuter ensemble, hein. Est-ce qu'il y en a un qui se lance? Une? Est-ce que vous avez déjà vu un petit peu ces types de plaies ou pas? Déjà, oui, on va peut-être commencer par ça. Au cabinet, vous avez déjà vu ça ou pas? Je pense que c'est bourgeonnement. Alors oui, c'est une plaie qui est bourgeonnante. Et en fait, là, quand vous voyez la plaie, elle a deux pertuis. Donc il y en a un en haut et un en bas. Et est-ce que vous voyez aussi la différence de coloration entre le dessus de l'orteil et le coup de pied, par exemple, ici, là? Donc en fait, là, on est sur une plaie qui est ce qu'on appelle un pied septique, c'est-à-dire que entre l'orteil, ça c'était la porte d'entrée, et sur le dessus de l'orteil, c'est la porte de sortie de l'infection. Et entre deux, bah, ça va traverser la première et enfin, la deuxième et la troisième phalange. OK? Donc ça, il faut y faire très très attention, surtout, donc ce qui est important, mais on ne l'a pas marqué dans le diapo, c'est de bien comparer aussi. Comparer le pied droit, le pied gauche, le dernier orteil, le premier orteil, comme ça vous nous donne une idée. Là, vous voyez, il est bien tuméfié, il est tellement tuméfié que bah, la peau au pourtour, sur le pourtour périhésionnel, il a complètement éclaté. Donc forcément, vous dites, oula, il y a eu un sepsis quelque part, là, forcément. Et on voit même hein, ici la coloration de la peau, elle remonte un peu rouge, donc c'est une fusée un peu purulente. Donc dans ce cas, ben, en fait, on ne fait pas de pansement particulier, comme on a vu tout à l'heure hein, avec la question de la participante qui disait, ben non, on ne met pas d'antiseptique parce qu'on risque de fausser un prélèvement au laboratoire. Donc là, c'est la même chose. Et ben, on réoriente vers le médecin, on fait un pansement simple, un pansement sec, et on réoriente le patient de suite. OK? Des questions sur ce cas clinique? Donc les questions, on les a abordées un petit peu tout à l'heure, hein, ensemble. C'était les questions à poser. Du coup, est-ce qu'il a eu des frissons? Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il a frissonné? Est-ce qu'il a mal? On en a parlé. Est-ce qu'il a vu un écoulement ou est-ce que vous vous envoyez dans le pansement quand vous le retirez? OK. Alors, je vais regarder si dans le chat vous avez mis des choses. Non, rien de particulier. Donc, on continue. Donc, quel type de pansement on peut appliquer? Là, c'est pareil, on va faire des pansements simples qui vont être aussi faciles à retirer pour ceux qui vont faire le prélèvement après. OK? Donc, voilà. Ensuite, la deuxième vignette clinique. Alors ça, vous voyez la coloration un petit peu. Donc, à votre avis, sur quelle phase de cicatrisation on se trouve? On en a parlé un petit peu au tout début de la classe virtuelle.
Il y en a qui se lancent dans le ou pas? C'est pas au stade de fibrine. Eh bien oui, tout à fait. C'est un stade de fibrine. Tout à fait. Fibrineux, vous l'avez bien vu. OK. Alors ensuite, quel type de pansement vous pouvez appliquer? Il n'y a pas de piège, hein, si vous voulez vous lancer. Alors, dans le chat, alginate, oui, pourquoi pas. Et là, effectivement, qu'est-ce qui va faire pencher qu'on va utiliser l'alginate ou pas? Il y a une info que je ne vous ai pas donnée du coup sur cette diapo. Ça dépend si c'est exudatif ou pas. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Ça dépend si c'est exudatif ou pas. C'est parfait, bah, impeccable, hein, vous avez des bons réflexes, hein. Donc, effectivement, le fond est fibrineux et ne présente pas d'exsudat. Donc, on va pouvoir proposer des pansements de type hydrogel ou Quelque chose que tu voudrais que je te cause, Maman? comme le Nugel, etc. Deux. Je sais pas où ailleurs. Bon, c'est ça aussi. Ensuite, irigo absorbant, bien entendu, il faut préalable avoir réalisé, comme on en a parlé hein, depuis le début, la décharge, la description de la plaie et avoir en plus réalisé votre soin, comme on a dit, au cabinet, tranquillement, dans de bonnes conditions. On a fait sa détertion mécanique et ensuite on, on termine le soin. Ok. Pas de J'ai fait. questions sur cette phase ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous remettre le lien sur le Google Form si jamais vous voulez vous tester. Et on peut voir ensemble les réponses. Alors, je vais voir avec vous. Là, je vais vous le renvoyer. Hum, hop. Et le post-test. Voilà. Je vous envoie le lien de suite. Copiez le lien et je vous le mets dans le chat. Alors, hop. Coller. OK. Est-ce que vous voulez qu'on voit ensemble un petit peu les questions? Je vous laisse 5 minutes pour y répondre et après on fait la correction ensemble, ça vous va? Oui, parfait. Parfait? Ok, donc là il est 21. Bah, je vous laisse jusqu'à 21h10 tranquillement. Et puis après, je vous reprends pour qu'on corrige ensemble le petit Google Form. Papa, il est pas 21h10, il est plus tard, ça veut dire. Ah, bah, non. Il est 21h10. Ah, ce que j'ai fait de suite. Du coup, faut cliquer sur le lien et remplir le questionnaire. Oui, tout à fait. Vous cliquez sur le lien et vous remplissez le questionnaire. D'accord, merci. C'est bon pour vous? Vous l'avez? C'est bon? Ouais, ouais, Ouais. merci. Super, merci. Ça quoi. Après, ça sera peut-être pas aujourd'hui si j'ai pas Le tout. sac à tarte. Je vais faire des gâteaux aujourd'hui. Ah ouais, c'est une bonne idée. Il faut quelle taille de tissu? Corps de sac en fonction de 86 cm par 40 cm. Ah, matériel. Non, matériel. 40 cm par 106
Alors, on va pouvoir corriger ensemble, du coup, le formulaire, parce que je sais qu'il y a deux, trois questions où on pouvait cocher qu'une seule chose, j'ai pas mis en choix multiple, donc on va voir ensemble. OK? Ouais, voilà, c'est ça. On ne peut pas cocher plusieurs réponses. Là, je sais que la question 3, ça va pas. Au moment, on va faire la correction ensemble. C'est parti. C'est bon pour vous? C'est bon. Donc, la colorimétrie de la plaie à fond blanchâtre est une plaie de type... Allez-y, dites-moi vos réponses. Fibrineuse. Tout à fait. Super. Next, la plaie bourgeonnante est de coloration Rouge. 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 Oui, tout à fait. Ensuite, alors là, du coup, effectivement, j'ai eu un petit bug, je remettrai en QCM. Les facteurs aggravant la cicatrisation peuvent être... Tous. Oui, Tous. tous. Oui, tout à fait. Tous ceux qu'on a vus, ils sont tous valables. Ensuite, une plaie cicatrise. De la périphérie vers le centre. Tout à fait. Ok, on continue. Donc, comment qualifie-t-on une plaie? La couleur. Ok, Tous les critères aussi, non? tout à fait. C'est la même chose que la précédente. Tous les critères sont valables. Le diamètre, le pourtour. On n'a pas parlé du pourtour. Le pourtour est important parce que, par exemple, dans les cas des ulcères artéritiques de type ischémique, le pourtour est bien délimité. Alors que dans le cas d'une plaie, par exemple, de type neuropathique, le pourtour est souvent un petit peu avec un bourrelet et vous avez aussi de la fibrine sur cette partie-là. Donc le pourtour est important d'étudier pour savoir si on peut ou pas aller plus loin. La couleur et l'odeur et l'exudat, bien évidemment. Ensuite, là, alors je ne sais pas si ça a bien marché, mais du coup, il y en avait un à pas cocher. Est-ce que vous avez mis quoi comme réponse? Séreux, hématoséreux, purulent. Tout à fait. C'est tout bon. Vrai, faux, je peux mettre un hydrogel sur une plaie infectée. Alors ça, bah, du coup, je vous enverrai le tableau, hein, c'est faux, on ne peut pas mettre d'hydrogel sur une plaie infectée. Il faudra faire, c'est le cas d'une urgence de toute façon médicale. Ensuite, est-ce que sur une plaie sèche, je peux mettre un hydrogel? Oui. Tout à fait. On peut mettre un hydrogel. Est-ce que je peux appliquer un border dans une plaie cavitaire? Vrai ou faux? Faux. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, du coup? Comme il faut combler le fond de la plaie, Oui, le border, lui, va rester en surface, non? oui, c'est tout à fait ça. C'est très juste. C'est tout bon. Et on va faire le dernier. En cas de fistule ou d'ostéite, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plusieurs réponses possibles, non? Médecin, non? Ouais. Le médecin. Si le médecin ne répond pas, on envoie Aux urgences. aux urgences. Et si on doit refaire un pansement, on nettoie au sérum physiologique si vraiment c'est entre les orteils, il y a trop d'écoulement. Ok? C'est tout bon pour vous? Ouais, c'est tout bon. Super. Alors du coup, on est un tout nouveau centre de formation sur la Réunion qui va proposer des formations en santé et autres que en santé dans les semaines à venir. On a tenu à offrir cette formation aux pédicures podologues parce que on est de formation, nous, initiale pédicure podologue et que les plaies, ça nous plaît bien. Et qu'on s'est dit que c'était un thème à aborder simplement entre nous parce que on y est confronté tous les jours. Le chat qu'on a eu aujourd'hui et la visio, elle va être mise en replay sur notre site internet. Donc, on est le centre de formation Renévolution qui sera fait d'ici maximum un mois. Et grâce à la formation d'aujourd'hui, auquel vous avez pu participer avec nous, vous avez contribué à ce qu'on puisse nous faire certifier Calliope pour pouvoir vous proposer des formations en DPC
sur les mois à venir. Voilà, donc on aura deux formations qu'on va présenter au DPC pour les pédicures podologues aujourd'hui. Donc on vous remercie tous de votre attention, d'avoir participé et en plus participé activement. C'était hyper sympa comme échange parce que je sais que la classe virtuelle, c'est pas évident de la rendre vivante. Donc merci à vous tous. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire avant de partir? Oui, moi j'ai une question. Vous avez dit c'est sur Run Evolution, c'est ça qu'on peut Ouais. retrouver le chat? Ouais, on le mettra sur une évolution. Donc, si vous voulez, vous m'envoyez tous votre adresse mail. Je vous envoie mon mail en bas. Comme ça, moi, je vous transférerai directement le lien quand vous allez me l'envoyer. Alors, minuscule. Hop. J'ai une autre question. Vous Oui, aviez dit qu'il fallait pas faire saigner les plaies. ouais, Quand on a des diabétiques vraiment grade 3 avec des maux perforants qui traînent depuis très très longtemps, des fois, moi j'enlève vraiment l'hyperkératose. ouais. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Oui, Et en dessous, il y a un trou, quoi. Et puis, il y a du sang. Mais je veux dire, c'est pas forcément moi qui l'ai provoqué, non, c'est mais pas vous. Ouais. après, pour faire cicatriser, il faut vraiment lever toute l'hyperkératose. Alors, on est un petit peu pris entre les deux. Alors, il faut enlever tout le maximum de fibrine dans le cas d'un mal perforant plantaire. De toute façon, si la périphérie est très étendue, il faut de toute façon prévenir le patient que l'état est grave. C'est-à-dire que souvent, c'est aussi un manque de communication entre ce que nous, on voit, qui est aussi impressionnant. Mais par contre, il faut quand même dire les choses au patient. C'est-à-dire que s'il vient et qu'on s'aperçoit que c'était un petit centimètre et on a enlevé l'hyperkératose et ça a creusé en profondeur, ben, il faut pas hésiter à dire que là, c'est grave, il va falloir prendre en charge que c'est pas juste une petite plaie, que le marc perforant plantaire, il peut aller toucher l'os et que ça peut être... voilà. Si on communique bien avec le patient, qu'on lui explique comme vous avez dit, hein, tout ce qu'on fait, bah là, j'arrive par exemple sur un écoulement. Bah, là, il y a un écoulement de sang qui se passe, j'ai ouvert le pertuis, ça coule. Et ben, il faut le dire au patient parce qu'au moins, quand il va avoir les soins infirmiers après, dans les 2 jours qui vont suivre, et ben, il va s'attendre aussi à ce que les compresses soient humides avec l'infirmier, il aura moins peur aussi. Donc plus vous allez communiquer, dire bah là j'enlève toute la peau morte. Et oui, et dessous j'ai trouvé ça. Donc prenez aussi, comme on a vu, hein, des photos avant soin et aussi pendant soin. Si vous êtes, par exemple, moi ça m'est arrivé de me retrouver avec des petits mots perforants plantaires et une fois que j'ouvre, ça s'agrandit. Donc prenez bien les photos pendant le soin et quitte à changer de gants, ça fait perdre du temps, mais aussi ça vous protège dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que bah, vous pouvez prouver que tel jour le patient est arrivé comme ça et que ça s'est dégradé. Et à la fin du soin, vous reprenez une photo en montrant bien jusqu'où vous vous êtes arrêté et après vous faites votre pansement. Mais c'est pas évident, ça. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc, si lui, il est OK, Ouais. nous, on y va au max de ce qu'on peut faire pour une bonne cicatrisation derrière, quoi. Ouais, tant qu'il y a de la fibrine, de toute façon, il faut enlever. Après, si c'est un patient artéritique, il faut y aller très doucement, hein. Si vous avez les capillaires à fleur de peau, là, il faut être au contraire, faut y aller vraiment très, très, très doucement. Quitte à le revoir, par exemple, 15 jours après. Et là, vous réévaluez, hein, justement, c'est ça qui est bien de mesurer la plaie. Vous réévaluez. Est-ce qu'on est passé de 2,5 cm à 2 cm? Bah, c'est déjà super parce que ça va dans le bon sens. Ce qui va dans le mauvais sens, c'est une plaie qui n'évolue pas. C'est-à-dire, vous voyez votre patient 6 semaines plus tard, la plaie, elle fait toujours autant de centimètres, elle est exactement de la même façon que la première fois. C'est pas bon signe. Même si elle n'évolue pas mal, c'est pas bon signe qu'elle n'évolue pas non plus vers une cicatrisation. Ok? D'accord, OK. Moi, je suis plus sur la zone océan Indien. Maintenant, je suis sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais Ouais, bon. ça doit être. Au niveau urgence et médecin et tout ça, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas pareil, mais on y arrive quand même. Bah, c'est super. Tant que vous pouvez arriver à voir les patients bah, qui en ont besoin aussi, c'est. Nous, on a la chance en France que ce soit pris en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est Ben, pas. j'ai que les gens qui peuvent payer leurs soins, hein. Clairement, c'est ça le problème. C'est. Ok, ça marche. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est bon? Oui, oui, super, merci. Parfait. Alors, il y a une autre question dans le chat. Une question vient de me venir. Que pensez-vous du virus de Jouy pour le bourgeon charnu d'ongle incarné? Alors, oui et non. Alors, en fait, dans les traitements des ongles incarnés, donc,
Il y aura aussi une prescription aussi en pédicurie podologie en DPC qui viendra en classe virtuelle avec nous. On s'est rendu compte qu'on peut mettre tout ce qui est aussi crayon nitrate d'argent et oui, effectivement, Vérucide à base d'acide acétylsalicylique. Le problème du docteur Jou, c'est que c'est quand même assez costaud et que c'est utilisé aussi dans le cas des verrues. Donc personnellement, moi, je le fais pas, mais dans les autres formations que j'ai animées, j'avais déjà des apprenants qui l'utilisaient et pour lesquels ça fonctionnait bien. Par contre, sans aucun facteur de risque pour le patient, c'est-à-dire que qu'il soit jeune et en très bonne santé. Et après, ceux qui utilisent, vous pouvez en parler hein, pour Gaël, du coup, qui cherchait un petit peu à partager son expérience. Oui, bah justement, j'ai déjà fait un remplacement où la podologue faisait comme ça. Donc, ça m'avait surpris parce que je l'avais pas appris en formation à l'école. Mais Ouais. donc, bah, je me demandais J'ai ce qu'on aussi, s'en moi, vu pensait. un patient qui allait chez un podo qui utilisait avec de l'éosine et franchement, son bourgeon a bien séché. Et après, ça a été pour moi beaucoup plus facile d'accès. Donc, c'est pas contre-indiqué non plus, tant que c'est pas des patients à risque, c'est pareil. Ouais, bah moi, ce que j'aime bien, c'est le Cicalfate Oui, c'est pour les Calfat. bourgeons. Ouais, ouais, ouais. Très bonne idée. Ok, merci. De rien. Vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une petite question encore. Désolée, j'ai Ouais. loupé Oui, le allez-y, début hein. des diapos. Ok. On a parlé seulement des plaies diabétiques ou il y avait sur les plaies en général au départ? Alors, on a juste abordé plaie aiguë, plaie chronique, parce que c'était la différence entre les deux. Voilà. D'accord, donc pas forcément ciblé diabétique. Non, non, non. Au début, on a fait la Mhm. différence à partir de quand on s'attarde sur une plaie chronique. Et en plus, on a dit que ça pouvait être une plaie traumatique, hein. Et la plaie traumatique, par exemple, une perte de substance cutanée peut devenir une plaie chronique. Alors qu'à la base, elle n'était pas. Mais ça peut aussi bien se terminer ou pas. On peut avoir des cicatrices kéloïdes, des tas de choses qui mettront du temps à cicatriser. Et on peut compter jusqu'à 2 ans pour avoir des tissus cicatriciels hein, après traumatisme. D'accord, merci. De rien. Bonsoir. Moi, j'utilise plutôt le nitrate d'argent pour les bourgeons charnus. Ouais, Mais là, quand vous dites scalfate, c'est peut-être moins agressif, du coup, le scalfate, parce que le nitrate d'argent, si on fait déborder un petit peu autour, ça brûle aussi la peau, non? c'est vrai que le nitrate d'argent, ça brûle pas mal le pourtour. Et une fois qu'ils ont commencé à crayonner, ça n'arrive qu'après, au moment où ils ont commencé à mettre le crayon nitrate d'argent, la coloration arrive après. Donc c'est vrai qu'il faut. Et C'est du coup, moins. le scalfate, ça se met tous les jours avec un pansement occlusif. Qui est-ce qui utilisait le Cicalfate? C'était Pauline ou Gaëlle? Non, c'était qui? C'était moi. Ouais. Ouais. Et ben moi, souvent, quand je vois la personne, c'est les enfants pour ongles incarnés, je leur fais un bon pansement avec une mèche et du Cicalfate crème ou lotion. Et je leur dis de le garder 48 heures et après bah, de refaire eux-mêmes le pansement avec du Cicalfate qu'ils ont acheté en pharmacie. Et on se revoit une semaine après. Mais ça assèche bien et en une semaine, souvent, c'est pas mal. Ok. Bon, si jamais vous avez des photos à nous faire partager, vous pouvez me les envoyer, hein, on les regardera. Ok. C'est tout bon pour vous? Donc, vous m'envoyez bien vos coordonnées sur run.evolution.centre de formation tout attaché @gmail.com. Et dès que notre site sera en ligne, je vous renvoie, vous, en direct le lien pour la visio d'aujourd'hui et pour les prochaines formations aussi, si ça vous dit. OK? Ben, merci à vous. Super. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci De rien. beaucoup. Au revoir. Au revoir.